Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. À quoi joue l'Allemagne ? Alors que la France doit renforcer le flanc est de l'OTAN en envoyant notamment des VBCI et des chars Leclerc en Roumanie, le journal Le Monde a rapporté des problèmes rencontrés par l'état-major français pour le transport des chars Leclerc promis par Emmanuel Macron. En effet, l'Allemagne a émis un refus catégorique de transit par voie routière au titre d'une limitation de tonnage. À première vue, cet avis est très étrange, sachant que les Allemands ne refusent pas le passage des M1A2 américains qui affichent pratiquement 70 tonnes sur la balance et que leurs propres Léopard 2 sont plus lourds que les Leclerc. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, comme en France, le code de la route allemand prend en compte la charge par essieu, c'est-à-dire la charge maximale admise pour chaque essieu d'un véhicule, et en Allemagne, la limite autorisée serait de 12 tonnes par essieu. Pour transporter ces chars, l'armée de terre utilise des porte-engins blindés TRM 700-100. Avec sa remorque, un TRM 700-100 affiche une masse à vide d'environ 37 tonnes et un char Leclerc pèse près de 57 tonnes, soit un total d'environ 93 tonnes. Avec ces 9 essieux, si les choses étaient simples, la charge par essieu pour un PEB transportant un char Leclerc serait de 10 tonnes 3, soit a priori dans la limite permise. Sauf que d'autres subtilités sont à prendre en considération, comme la distinction entre les essieux moteurs et les essieux porteurs, ainsi que le positionnement du blindé sur le porte-char. À cause de tous ces problèmes de normes, les Leclerc partiront finalement par voie ferrée. Il est intéressant de noter qu'en 2017, un rapport de l'OTAN s'inquiétait déjà des difficultés pour les forces alliées à intervenir rapidement en Europe de l'Est en cas de nécessité, et en juillet 2020, l'Union européenne décida de consacrer 1,5 milliard d'euros pour un plan visant à améliorer la mobilité militaire entre ses États membres. Avant de continuer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Partons en Asie, où l'Inde veut développer ses propres sièges éjectables pour faciliter ses exportations d'avions de combat. S'il existe dans le monde de nombreux constructeurs d'avions de combat, certaines technologies clés restent l'apanage d'une poignée de pays, leur conférant un puissant levier de contrôle sur les flottes de chasse mondiales. Ainsi, seuls 5 pays maîtrisent la technologie des turboréacteurs et seulement 4 construisent des sièges éjectables. En Occident, il y a l'entreprise britannique Martin Baker et l'américain Collins Aerospace, alors que la Russie avec NPP Zvezda et la Chine avec HTY maîtrisent effectivement cette technologie. Pour cette dernière, elle produit essentiellement des copies de modèles britanniques et russes. De fait, les constructeurs de sièges éjectables offrent un puissant bras de levier à leur gouvernement, comme c'est le cas de Martin Baker, employé par le gouvernement britannique depuis 40 ans pour empêcher la vente d'avions de combat européens et asiatiques à l'Argentine. De toute évidence, cette dépendance n'est pas du goût du gouvernement indien, d'autant que les sièges éjectables britanniques sont particulièrement onéreux, de l'ordre de 400 000 $ pièce contre 100 000 pour un modèle russe, et que les constructeurs américains Collins Aerospace n'a jusqu'ici pas accepté d'équiper des appareils non américains, permettant à l'entreprise britannique de s'imposer sur 75% du marché mondial. Ce quasi-monopole pose un problème à New Delhi, puisque l'Inde espérait trouver en Argentine une première opportunité d'exportation pour son Tejas Mk1A, alors que Buenos Aires cherche à moderniser sa flotte de chasse sous embargo britannique depuis la guerre des Malouines, et qui ne parvient désormais plus qu'à faire voler une poignée de A4 Skyhawks et peut-être quelques super-étendards, après que Londres ait systématiquement posé son veto depuis 40 ans sur les possibles exportations vers l'adversaire d'hier. L'Argentine envisage maintenant, pour éviter cet embargo, de s'équiper de JF-17 sino-pakistanais, ceux-ci pouvant potentiellement être équipés de sièges éjectables chinois. Achat qui se fera au détriment des offres sud-coréennes, israéliennes et indiennes, ne laissant comme seule alternative occidentale que les F-16 américains équipés du siège de Collins Aerospace. Quoi qu'il en soit, le géant aéronautique indien HAL aurait entamé des discussions afin de créer une joint venture pour développer une offre de siège éjectable nationale. Offre qui se voudrait économique et débarrassée d'interférences étrangères, que ce soit pour les besoins de ses propres forces aériennes, comme pour soutenir l'exportation de ces modèles. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur le sujet, si ce n'est qu'il s'agit, comme dit précédemment, à la fois de disposer d'un modèle plus économique que ceux proposés par le Royaume-Uni et débarrasser des contraintes de licence d'exportation.
On notera par ailleurs qu'un effort similaire est entrepris afin de développer un turboréacteur performant et fiable de facture nationale. Alors que les Tejas Mk1 sont équipés de F404 américains et que le Tejas Mk2 sera lui équipé de F414, le futur Mk indien pourrait quant à lui être équipé de réacteurs français. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, le pays a reçu une énorme quantité d'armes et d'équipements de toutes sortes. Fort de l'expérience des conflits passés, il est à craindre de voir certaines d'entre elles tomber entre de mauvaises mains. Telle est en tout cas la mise en garde lancée par le directeur général d'Interpol en juin dernier. La grande disponibilité d'armes pendant le conflit actuel entraînera la prolifération d'armes illicites dans la phase post-conflit, avait-il en effet prévenu, exhortant les pays donateurs à tracer les armes livrées aux forces ukrainiennes. Les criminels sont déjà en train en ce moment même de se concentrer sur ça, avait-il ajouté, estimant que l'Union européenne allait devenir une destination probable d'armes détournées car leurs prix sur le marché noir sont nettement plus élevés en Europe, notamment dans les pays scandinaves. Le directeur d'Interpol avait vu juste. En effet, le 30 octobre, une responsable du Bureau national d'enquête finlandais a confié que des groupes criminels avaient mis la main sur des armes originellement destinées à l'Ukraine. Nous avons vu des signes que ces armes ont déjà trouvé leur chemin vers la Finlande, notamment pour des gangs de motards comme les Bandidos. Ce phénomène ne concerne pas seulement la Finlande, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas seraient aussi confrontés à de tels trafics qui transitent par voie maritime. Pourtant, en juillet, l'UE avait pris les devants avec la mise en place d'un hub de soutien pour la sécurité intérieure et la gestion des frontières en Moldavie, afin justement de prévenir tout type de trafic. Par ailleurs, les États-Unis s'inquiètent aussi de voir les armes livrées à l'armée ukrainienne être détournées, mais pas forcément par des réseaux criminels, mais plutôt par les forces russes et leurs supplétifs. La diplomatie américaine a expliqué que la saisie d'armes ukrainiennes par les forces russes a été la principale cause de détournement jusqu'à présent, et que cela pourrait entraîner des transferts ultérieurs. Finissons notre épisode en France, où la Marine nationale commence à effacer les noms et numéros de coques de ses bâtiments. Rendre plus difficile l'identification des unités de la flotte française par l'adversaire. C'est l'objectif d'une expérimentation que débute la Marine nationale, qui commence à masquer les principaux signes distinctifs de ces bâtiments de combat. Les journalistes du site Mer et Marine ont pu constater que l'une des frégates multimissions basée à Toulon venait de subir d'inhabituels coups de peinture. En effet, ses numéros de coque à la proue et à la poupe ont disparu, alors que son nom à l'arrière est masqué. On imagine facilement la difficulté supplémentaire que cela représentera en pleine mer pour un aéronef chargé d'identifier des bâtiments, ce qui est déjà loin d'être facile selon la météo, la luminosité, la présence de brume ou la distance. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.